Bonjour et bienvenue, La Voix est libre, grande région fait sa rentrée. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission en direct autour de la future région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter, #ACAL. Les rédactions de France 3 sont bien sûr mobilisées et réunies pour l'occasion à nouveau. France 3 Alsace avec Géraldine Dreyer. Bonjour Géraldine. Bonjour Vincent, ravi de vous retrouver. Mais de même. Et France 3 Lorraine avec Mathieu Morel. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Alors la rentrée s'annonce chargée. La grande région va connaître ses premières élections. Ce sera les 6 et 13 décembre prochains. Une nouvelle assemblée, un nouveau président ou une nouvelle présidente. Nous avons 2 candidats avec nous ce matin. Géraldine. Nous accueillons effectivement 2 invités tour à tour. Ils sont tête de liste déclarée dans ces élections régionales de décembre. Alors tout à l'heure, nous accueillerons Philippe Richert, actuel président de la région Alsace. Il est tête de liste pour l'Alliance Les Républicains UDI et vous le voyez sur ces images, il nous a déjà rejoints dans nos murs. Mais notre premier invité, Mathieu, est une femme. Elle est la toute première à venir débattre, défendre ses idées, son programme dans ses voies libres grande région. Ancienne députée européenne, tête de liste pour Europe Écologie Les Verts, c'est Sandrine Bélier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Nous allons notamment parler avec vous aujourd'hui d'agriculture, de transport et bien sûr de votre positionnement politique. Mais d'abord, notre rendez-vous habituel. Que s'est-il passé cet été dans notre grande région? C'est le zapping préparé ce samedi par Arnaud Salvini. Ô combien ingrate est la tâche du préfet Bouillon. Préfet préfigurateur pour réorganiser les services de l'État dans la future grande région, il lui appartenait de trouver la recette de l'équilibre territorial. Une belle dose d'ARS et de rectorat à Nancy, un beau morceau d'état-major et de DREAL à Metz, mais seulement une pincée d'agriculture à Châlons et tout le reste à Strasbourg. Voilà une nouvelle soupe administrative que beaucoup ont du mal à digérer. Comme les Alsaciens n'étaient pas d'accord avec cette réforme, n'étaient pas d'accord avec le fait de travailler avec la Lorraine ou la Champagne-Ardenne, il est bien évident que le gouvernement leur donne des compensations. Mais je pense qu'il y a une surconcentration sur Strasbourg qui, à mon avis, est un peu forte. Une Marseillaise à la rescousse pour avaler le morceau le plus difficile de la soupe, le transfert de la Chambre régionale des comptes d'Épinal à Metz. Coût estimé entre 2 et 5 millions d'euros selon les détracteurs. Incompréhensible pour beaucoup et même pour certains, un affront à la mémoire de Philippe Séguin. Ça avait été voulu par Philippe Séguin, décidé par Gaston Defferre, et c'était quelque chose d'extrêmement important de démontrer qu'une organisation comme une chambre est quelque chose qui peut très bien vivre et qui doit très bien vivre en dehors des chefs-lieux. Pas le temps d'entendre le chant des mécontents, car à peine annoncé le détail de la réorganisation, le préfet Bouillon fait ses valises et laisse la place au préfet Fratacci, qui devra gérer la patate chaude de cette soupe, décidément bien aigre-douce. C'est beau, c'est neuf et ça aura coûté entre 200 et 250 000 euros. Le prix pour agrandir l'hémicycle du Conseil régional d'Alsace. 169 sièges désormais, pile poil le bon compte pour accueillir l'ensemble des futurs conseillers régionaux. Strasbourg a vocation à être la capitale de cette grande région et en tout cas c'est le sens de mon engagement. C'est clair, c'est dit et on ne pourra donc plus objecter à Philippe Richert que contrairement à Metz, son hôtel de région n'a pas le nombre de sièges suffisants pour accueillir la future assemblée. 3 présidents de région, tout sourire. L'image est belle, celle d'une réunion de travail cet été à Châlons. 3 présidents donc, mais surtout 2 candidats pour un seul siège. Jean-Pierre Masseret à gauche et Philippe Richert à droite, réunis dans un même élan de sympathie momentanée. Certainement le dernier, avant le début de la foire d'empoigne automnale. Oui, Jean-Pierre Masseret et Philippe Richert déjà en campagne, surtout Philippe Richert d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur le terrain. Vous avez été totalement absente, aussi bien en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace. Pourquoi cette discrétion depuis votre nomination par les Verts en mai, Sandrine Bélier? Totalement absente, je n'étais pas absente du territoire. Après, oui, en effet, je n'étais pas en campagne. Vous n'avez pas lancé votre campagne? On n'a pas lancé la campagne. La question du lancement de la campagne est sur cette nouvelle région. Où la lancer? Donc ça va être une succession de lancements de campagne, en tout cas pour les écologistes, pour ne pas privilégier un lieu plutôt qu'un autre. Puis ensuite, faut dire les choses telles qu'elles sont. Si on voit beaucoup le candidat des Républicains et le candidat du Parti Socialiste, c'est qu'ils sont, au-delà d'être candidats, présidents de conseils régionaux aujourd'hui. Et c'est à ce titre
qui sont sur leur territoire. Dans le zapping, on a vu cette répartition des directions d'État, des services d'État dans la région. Est-elle, oui ou non, équilibrée selon vous ? Alors je pense qu'elle n'est pas arrêtée. Il y aura encore des discussions. Il y aura encore des discussions. Pour moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout de même, en tout cas c'est une chose que je regrette, parce que cette nouvelle région, moi je veux pas d'une région à 3 vitesses. Et je veux pas d'une région où on est dans une logique de décentralisation, où on est à une nouvelle centralisation sur Strasbourg et que Strasbourg. Et donc il nous appartiendra, avec les services de l'État, mais également sur l'organisation de l'ensemble de la grande région, d'avoir vraiment un équilibre et que l'ensemble de la nouvelle région, sur la base des 3 anciennes régions, puisse avoir une représentation des exécutifs. Une seule direction en Champagne-Ardenne, par exemple, c'est pas assez pour vous ? Je trouve que c'est aujourd'hui, oui, par rapport à la vitalité à Champagne-Ardenne, elle mérite plus, elle mérite mieux. Sandrine Bélier, pour que tous nos téléspectateurs des 3 régions vous connaissent un peu mieux, on a préparé un portrait. Alors, Sandrine, vous êtes née en politique en juin 2009, élue députée européenne dans le sillage de Daniel Cohn-Bendit qui est venu vous chercher. Il venait de créer le parti Europe Écologie Les Verts. Pendant vos 5 ans de mandat, on vous a vu très active sur les questions d'environnement, mais aussi sur les libertés numériques. Vous avez participé à 5 conférences internationales de l'ONU pour le climat, mais aussi la biodiversité. Et puis, vous étiez également, en 2012, au sommet mondial de Rio. Mais qu'avez-vous fait, Sandrine Bélier, avant de vous lancer en politique? Un parcours universitaire qui a tout dû sans faute. Université à Paris, à Strasbourg, un DESS sur le droit de l'environnement, un DEA sur le droit de l'homme et même un début de thèse sur la démocratie participative et la préservation du patrimoine naturel. Environnement, patrimoine naturel, tout était donc déjà là. Pas étonnant donc de vous retrouver à la FNE, à la LPO et au ROC. Alors FNE, c'est France Nature Environnement. LPO, c'est assez facile, c'est Ligue de protection des oiseaux. ROC, c'est un peu plus dur, c'est le rassemblement des opposants à la chasse. Qui est aujourd'hui, qui s'appelle Biodiversité et Humanité. Et puis vous avez été pendant 10 ans directrice d'Alsace Nature, avant donc de devenir, Vincent, députée européenne. Oui, l'expérience sera courte, car vous avez connu une lourde défaite lors des dernières élections européennes. Voilà, 1 an et demi, seulement 6,5% des voix sur la circonscription Est. À l'époque, votre inscription à Pôle emploi avait fait réagir. Vous êtes d'ailleurs l'une des rares politiques à avoir abordé sans phare cette question de la dure reconversion des politiques après une défaite électorale. Finalement, la politique vous rattrape à 42 ans, vous vous présentez pour la première fois au régional. Donc 2015, vous voilà donc tête de liste pour cette région ACAL, pour Europe Écologie Les Verts. Alors, ces élus régionaux actuellement, combien sont-ils dans notre région? Je vous propose de découvrir ça à travers ce graphique. Voilà, oui, ils sont 6, 5 et 10 sur nos 3 régions actuellement. Sandrine Bélier, Europe Écologie Les Verts part seule pour ces élections régionales. Pas d'alliance, ni avec le Front de Gauche et encore moins bien sûr avec le PS. Alors est-ce que plus qu'un choix tactique, est-ce que ce n'est pas un vrai risque politique que vous prenez? Aujourd'hui, moi j'ai pris le parti de l'écologie. Donc, et dans cette élection, de la même manière que je l'ai fait à l'échelle de l'Union européenne, mandat court mais très très riche et on a démontré une certaine efficacité quand on se met véritablement au service d'un projet. Mais les écologistes ont rarement gagné une élection seuls en France. Mais on ne sera pas seul. C'est aujourd'hui la liste et le projet que je porte, c'est un nouveau projet pour une nouvelle région, un projet écologiste. Ce que je souhaite, c'est le rassemblement des écologistes et des citoyens qui ont envie de s'engager pour le meilleur de l'écologie sur notre territoire. Mais là, vous étiez 21 dans les 3 assemblées sortantes et vous co-gérez ces régions, en tout cas en Lorraine et en Champagne-Ardenne, avec les socialistes. Pourquoi ne pas repartir avec eux? Est-ce qu'il y avait vraiment eu des points d'achoppement qui ont fait que c'était impossible pour vous? Surtout, aujourd'hui, on n'a pas le même projet, on n'a pas les mêmes priorités. Et c'est une élection à la proportionnelle. Et moi, demain, si je souhaite être élue en tant que conseillère régionale, je veux tirer ma légitimité du vote des citoyens sur la base d'un projet qu'on va mettre au débat, qu'on va mettre à la discussion pour permettre l'adhésion à ce projet et peser politiquement et peser sur les politiques de la nouvelle grande région. Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'Humanité, c'est en ce moment à Paris, il dit qu'il faut arrêter de jouer maintenant, il faut s'unir. Toutes les forces de gauche, en dehors du PS, tous ensemble pour gagner ces élections. Oui, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça n'est pas jouer, c'est se mettre... et je crois que c'est ça l'objet de la politique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené en politique, c'est porter un projet. Mon projet, c'est le meilleur de l'écologie pour cette région. Je suis écologiste. Notre projet sur la transition écologique du territoire, qui est créatrice d'emplois, qui respecte l'humain, qui respecte l'environnement, c'est ce que j'ai envie de porter. Et on est, je le redis, on est dans une élection
à la proportionnelle. Il ne faut pas avoir peur à un moment, et je crois que c'est aussi, et en principe, ce qui doit motiver des personnes qui s'engagent en politique, qui s'engagent pour l'intérêt général et le quotidien des citoyens, de se confronter au vote direct des citoyens et d'aller chercher une légitimité sur un projet. Alors si vous n'avez pas entendu Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez au moins entendu Patricia Andrieux, qui est vice-présidente sortante du Conseil régional de Champagne-Ardenne, qui est Europe Écologie Les Verts, et qui elle vraiment est très fâchée de ne plus partir avec les socialistes, au point même qu'elle risque d'être sur la liste plutôt de Jean-Pierre Masseret que d'être sur votre liste d'Europe Écologie Les Verts. Oui, je l'ai entendu, et c'est son choix. S'il y a des écologistes aujourd'hui qui pensent que l'écologie ne peut vivre qu'en complément de la politique du Parti socialiste ou en accompagnement des forces de gauche, c'est leur choix. Ça n'est pas aujourd'hui ma démarche, ce n'est pas le sens de mon engagement en politique. Une toute dernière question, la centrale de Fessenheim, je sais que c'est un point d'achoppement avec le Parti socialiste, ça fallait quand même qu'on en parle. Ça vous a agacé, ça aussi, c'est pas possible de repartir avec des socialistes quand vous entendez les propos de François Hollande ou de Ségolène Royal? On va discuter sur le projet et les propos de François Hollande ou de Ségolène Royal. Il me semble qu'il y a eu un petit couac gouvernemental puisque l'Élysée a contredit les propos de Ségolène Royal et a réaffirmé son engagement à fermer cette centrale avant la fin du mandat, avant fin 2016. Et on verra s'il y a une alliance possible au second tour avec les socialistes lors de ces régionales, parce que c'est bien ça aussi la question. Nous avons donc choisi 2 thèmes avec vous, les transports et l'agriculture. Question d'un agriculteur justement rencontré à Châlons-en-Champagne, en Champagne-Ardenne, 2e foire agricole de France. C'était il y a quelques jours. On l'écoute. Question pour vous, Sandrine Bélier. Bonjour, Sébastien Delannery. Je suis agriculteur dans le nord de la Marne à Saint-Hilaire-le-Grand. Je suis exploitant céréalier sur 75 hectares. Je suis producteur de lapins sur 500 cages mères. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, la France veut nous imposer une réduction des épandages de lisiers, de tous les effluents d'élevage sur nos parcelles en pente. Le souci est que moi, aujourd'hui, avec toutes les pentes que j'ai dans mon exploitation, je ne peux plus épandre que sur moitié de la surface de l'exploitation. Comment puis-je faire ? Bon, c'est une question qui concerne l'Europe plus que la région, mais quand même, ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous lui répondez à cet agriculteur qui est face à une pression des réglementations qu'il ne comprend pas ? Alors, pression des réglementations. Pourquoi aujourd'hui on a une réglementation de l'épandage des lisiers ? Pourquoi aujourd'hui, notamment la filière du porc et l'agriculture est en crise ? C'est parce qu'on a choisi un modèle, et que notamment un modèle industriel, et que l'épandage de lisier, qui au départ est censé nourrir les sols et nourrir les plantes, aujourd'hui avec tous ces élevages industriels, ces grosses fermes-usines, on se retrouve avec un excédent, ce qui fait qu'on ne nourrit plus les sols, mais on pollue l'eau, on pourrit la nature, et c'est pour ça qu'on a des réglementations. Et l'agriculture ne survivra pas à ce système-là, ne survivra pas avec un environnement qui est totalement pollué, et qui ne permet pas de fait de renouveler les productions. Alors, quelle agriculture pour demain on veut vous proposer ? Il va y avoir une enveloppe de 650 millions d'euros qui seront des aides européennes allouées à la future grande région pour l'agriculture. Qu'est-ce que vous en faites de cette enveloppe, vous, demain ? Alors, je le disais, pour nous, et le principal problème aujourd'hui est de la crise des paysans et des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur production, tient à ce système industriel et au fait qu'on a perdu le contact entre la production et la consommation. Qu'on a oublié, et ça pour nous c'est une chose essentielle, pour moi c'est une chose essentielle, de lier systématiquement l'agriculture à l'alimentation. Et la région peut agir, notamment en aidant, particulièrement, et en poussant les filières et l'installation et dans le bio, pour passer d'une agriculture de la quantité à une agriculture de la qualité, et permettre à nos paysans, et notamment à l'échelle régionale, de pouvoir vivre de leur production, d'assurer dans le même temps la qualité aux consommateurs, c'est la proximité, c'est les circuits courts. Et là, on a aussi des leviers en tant que région, c'est d'alimenter la commande publique, d'augmenter la commande publique, et notamment, un des engagements, ça a été mis en place, et c'est proposé, là ça va être expérimenté en Lorraine, au niveau de la Meurthe-et-Moselle, c'est s'engager à une commande publique de 50% de produits locaux dans la restauration collective. C'est s'engager... Des produits bio également ou locaux ? C'est locaux, 50% de produits locaux, et s'engager dans le même temps à un minimum de 20%, qui était d'ailleurs un objectif du Grenelle de l'environnement, qu'on a énormément de mal à mettre en place. Vous sentez les agriculteurs prêts à vous suivre sur cela ?
Parce que, dans la région, il y a les grands céréaliers en Champagne-Ardenne, les viticulteurs en Alsace. Est-ce que vous pensez qu'ils vont entendre votre discours, là, de faire du court, du bio et de changer complètement leur façon de produire, de cette agriculture conventionnelle qui est la nôtre depuis l'après-guerre? On est dans une phase de transition et je pense qu'en effet, oui, et notamment les jeunes agriculteurs nous entendent. Parce que ça, c'est aussi un des rôles qu'on doit assumer. On parlait d'avenir. C'est on perd des exploitants sur notre territoire. Le but, c'est de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs. On peut, avec l'aide de la région aujourd'hui, et on a fait les évaluations, permettre l'installation de minimum 500 nouveaux paysans agriculteurs en bio par an, en favorisant la filière bio, en accompagnant. Ça, c'est l'engagement qu'on prendra, 500 par an. À l'échelle de la nouvelle région. À l'échelle de la nouvelle région. Je reviens sur les cantines, 50% de local. On sait que les cantines ont bien du mal à s'approvisionner en local parce que ça coûte trop cher. On l'a vu cet été avec les manifestations des agriculteurs. Si en plus il y a 20% de bio, si je vous ai bien compris, qui paye le surcoût? Alors vous dites que ça coûte cher au niveau national. Le local et le circuit court, c'est aujourd'hui moins cher que le discount. Ça suppose juste, mais on se posera la même question dans le domaine de l'énergie, dans le domaine industriel. Ça suppose de mettre en place des filières et de la formation. Et en effet, il va s'agir, et au niveau de la restauration, de former les personnels de la restauration et de mettre en place un nouveau système qui permet de privilégier le bio, le local. Et ça ne sera pas plus cher. Et ça ne sera pas plus cher. Ça ne sera pas plus cher à court et moyen terme, puisque ça nous permet de déployer économiquement notre région, de l'enrichir en termes d'emploi, et notamment en termes d'emplois ruraux. C'est ce que vous appelez dans votre avant-programme de campagne, l'écologie solidaire. C'est ce qui vous dites, ça doit créer de l'emploi, ça? C'est l'écologie solidaire et la transition écologique. Et que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine énergétique, on a aujourd'hui la question de la lutte contre le dérèglement climatique, de la lutte contre la perte de la biodiversité est directement liée avec la lutte contre le chômage. Lutter contre le changement climatique, c'est lutter contre le chômage. Amener une transition et des emplois dans le domaine énergétique, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, c'est aujourd'hui créer des emplois sur nos territoires, des emplois non délocalisables. J'imagine que vous y reviendrez un peu plus tard dans cette émission. Un petit exercice maintenant, Sandrine Bellier. On a appelé ça la minute vérité, une minute de questions en rafale. Vous allez répondre, si vous voulez bien, juste par oui ou par non, pour ou contre, d'accord, pas d'accord. Et la première question, eh bien, c'est Vincent qui vous la pose. Fâché ou pas fâché après les déclarations de Ségolène Royal sur la fermeture de la centrale de Fessenheim? Fâché. Daniel Cohn-Bendit propose que le Parlement européen de Strasbourg serve à accueillir des réfugiés. D'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Grand Est, est-ce que c'est un bon nom pour notre nouvelle grande région? C'est un excellent nom pour notre nouvelle grande région. Pour ou contre la ratification par la France de la Charte des langues régionales? Pour. La défaite aux européennes de 2014, vraiment digérée ou pas encore? Digérée. Et enfin, Strasbourg, siège du futur Conseil régional, est-ce que ça se discute ou est-ce que ça ne se discute pas? Je crois que ça ne se discute plus. Merci pour cette série donc de questions, cette minute vérité. Et on va passer au deuxième thème qu'on a choisi pour vous dans cette émission, les transports dans la future grande région. On commence par une des compétences des conseils régionaux, ce sont les TER, ces trains express régionaux que de nombreux habitants empruntent tous les jours. Est-ce que vous avez l'intention de redessiner la carte du réseau? Alors, il faut bien rappeler, oui, que c'est une des principales compétences de la région et qui touche au quotidien des habitants du Grand Est, cette question des transports, et qu'il va bien falloir, en effet, avoir aujourd'hui une politique des transports à l'échelle de la grande région pour offrir, et en tout cas, nous, de l'ensemble des propositions aujourd'hui qu'on a inscrites et sur lesquelles on s'engage, l'idée est de permettre de relier l'ensemble des territoires et qu'on n'oublie absolument personne. Et notamment qu'on ait une politique des transports collectifs et publics qui prennent en considération nos territoires ruraux, qui prennent en considération le périurbain. Ce qui veut dire qu'on passerait également... le bus peut avoir sa place aussi, parce que le train va évidemment pas partout. Alors c'est le TER, c'est le bus, c'est le tram-train. L'objectif étant qu'un jeune apprenti qui habite à Vasselonne et qui a envie de passer une soirée à Strasbourg et qui n'a pas les moyens d'avoir une voiture, ait la possibilité d'avoir et de pouvoir rentrer chez lui en bus
ou sur des lignes TER après 21h30, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la possibilité pour des habitants de Champagne-Ardenne, de Reims ou encore de Charleville-Mézières d'aller pouvoir fêter l'anniversaire de la grand-mère sur des lignes et par la réouverture de gares qui aujourd'hui ont été fermées. Vous voulez créer une ligne entre Troyes et Reims, par exemple ? Qui n'existe pas aujourd'hui ? Qui n'existe pas aujourd'hui, mais je pense que c'est un des grands enjeux, oui, en ça effet, de la future grande région. Avec la SNCF, Sandrine Bellier, pour tout ça. Et puis, bien sûr, mais vous savez, que ce soit pour le domaine de l'agriculture ou des transports, moi je suis, en tout cas c'est ma méthode, c'est le dialogue, c'est la concertation. Et je pense qu'on aura besoin d'énormément de concertation et d'associer l'ensemble des acteurs, en tout cas ce sera ma méthode, sur les projets qu'on propose. Et je voulais citer un exemple de la Lorraine aussi. Je pense que un des objectifs, une des priorités, donc je le disais, transport pour tous et qui couvre l'ensemble du territoire, de nouvelles liaisons, réouvrir de vieilles gares, et puis on a des gares là, qui aujourd'hui ont été mises de côté, comme Vendières. Alors justement, on a besoin d'interconnectivité. On va surtout expliquer ce qu'est Vendières. On va expliquer ce que c'est. En tout cas, les Lorrains, nous on connaît bien, mais c'est une gare qui devait permettre normalement de relier la ligne grande vitesse LGV Est avec les lignes TER qui traversent dans l'autre sens nord-sud la région Lorraine. Jean-Pierre Masseret avait fait un référendum en début d'année qu'il a perdu, il a abandonné ce projet-là. Vous ne lui pardonnez pas ? Je pense surtout qu'à un moment, il faut avoir du courage politique et une vision politique. Il en a manqué de courage politique ? Je pense que oui, et notamment en termes de politique des transports. À partir du moment où on s'engage, et ce qui va être notre cas, à un transport pour tous, accessible à tous, et à une logique de transport sur du collectif et du public accessible. Vous relancez le dossier. Élu pour vous, ah oui, on mais bien sûr, sûr, sur la table. Parce que en termes de cohérence, au minimum. Oui, écoutez, le budget de la grande région pour l'Est, on est à 1,5 milliard d'euros. Après, c'est un choix. Ça va être un choix d'investissement. Et je rappellerai que notamment, la région n'a pas la compétence en matière de transport routier, par exemple. Donc, tout simplement, cessons de financer et de mettre de l'argent sur les nouveaux projets routiers pour affecter ces budgets à des projets qui profitent à tous, et notamment en matière de collectif et d'interconnectivité. Alors justement, à propos des grands projets routiers, la voix du prochain président ou de la future présidente de cette grande région sera essentielle quand même sur ces grands dossiers-là, routiers, ferroviaires, toujours très discutés. On prend deux exemples. L'A31 bis en Lorraine, parce que l'A31 est saturée aujourd'hui, ou le grand contournement ouest de Strasbourg pour les Alsaciens, une Arlésienne. Vous stoppez tout, Sandrine Bellier ? Je ne mets pas un sou, 1 euro de la région dans ces projets. On ne reproduira pas, et je dis plus jamais, à des projets comme l'A304 en Champagne-Ardenne qui ont mangé l'ensemble du budget transport de la Champagne-Ardenne sur la fin de mandat. Qui est présenté comme capitale au niveau économique par la Champagne-Ardenne et par les Ardennais pour avoir une ouverture vers la Belgique et Bruxelles. C'est capital. En tout cas, quand on entend un Ardennais en parler. Alors, c'est capital si on considère que la seule alternative est aujourd'hui pour s'ouvrir sur l'Europe, c'est la route. C'est capital si on considère que tout le monde a les moyens aujourd'hui de s'acheter une voiture, d'entretenir une voiture. C'est capital dans cette logique de développement du XXe siècle, des années 60. On n'est plus... Aujourd'hui, on a des impératifs. Et je le redis, et c'est pour ça que c'est porter un nouveau projet, une nouvelle vision pour une nouvelle région. Comment on fait le lien entre les Ardennes et la Belgique alors, s'il n'y a pas d'autoroute ? Mais vous pouvez le faire en rail. Il est possible en développant le rail. Vous parliez tout à l'heure de Jean-Pierre Masseret, vous lui reprochiez la gare de Vendières qu'il n'avait pas faite. Il en a parlé au printemps, relancer l'écotaxe régionale qui a été enterrée depuis par Matignon. Faut-il une écotaxe régionale dans la future région Grand Est ? Oui. Alors moi j'ai toujours été très claire sur cette position. En plus je pense que ça n'est pas, et pour le coup sur notre grande région ça n'est pas un problème politique, puisque je rappellerai que ça a été voté à l'unanimité par l'ensemble des composantes politiques, cette taxe poids lourd, parce que rappelons bien ce que c'est, écotaxe pour beaucoup de personnes. Et elle va permettre quoi alors cette taxe poids lourd ? La taxe poids lourd aujourd'hui ça permettra, parce que les deux régions qui aujourd'hui sont les victimes de l'abandon et du manque de courage gouvernemental, alors même que ça a été voté aussi à l'unanimité par l'Assemblée nationale après le Grenelle de l'environnement, c'est la Lorraine et l'Alsace. L'Alsace qui va continuer et notamment à être un couloir à camions avec les nuisances. Mais on subit ces nuisances d'un point de vue sanitaire, en matière de pollution de l'air, en matière de bruit. Aujourd'hui, l'entretien des routes
qui sont parcourus par ces camions, c'est l'ensemble de la collectivité, ce sont les automobilistes qui la payent. Sandrine Bélier. Et l'avantage, il est financier. Alors on va se le dire très clairement, pour l'Allemagne, c'était plus de 3 milliards d'euros en 2012. Cette manne financière, c'est justement celle qui nous permettra de faire du ferroviaire, de faire du ferroutage et d'engager une nouvelle politique des transports sur la région. Avec vous, une rubrique, elle s'appelle Mes engagements. Quels sont vos engagements pour la future grande région? Si vous êtes élu, vous avez 2 minutes. Top chrono. Vos principales mesures? Nos principales mesures, alors c'est toujours difficile, et notamment en termes de cohérence, mais je le redirai, et dans le contexte particulier, à la fin de l'année, on a une conférence climat internationale à Paris, et je pense que tout ne se règle pas au plus haut niveau, à l'échelle internationale, à l'échelle de l'État. La région a son rôle à jouer, et aujourd'hui, la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre la perte de la biodiversité, c'est aussi la lutte contre le chômage. Et on a la capacité, par la transition écologique, et en ayant un plan est déterminé d'efficacité énergétique sur les logements, sur les bâtiments publics, d'une politique des énergies renouvelables, aujourd'hui, et dans les mesures telles qu'on les porte, c'est la création de 32 000 emplois sur le Grand Est en 5 ans. C'est des économies pour les ménages qui, potentiellement, l'argent qu'ils ne mettent pas pour chauffer leurs bâtiments, pour chauffer leur logement, qui peuvent réinvestir dans leur bien-être, dans le tourisme, dans une alimentation davantage de qualité. C'est, et encore, je le disais d'un point de vue économique, un gain d'un point de vue climatique. Et pour nous, c'est aussi pouvoir engager la transition économique de notre territoire et valoriser des entreprises telles qu'elles existent aujourd'hui et mettre en avant ces entreprises à l'échelle nationale et européenne, comme l'entreprise Wiesmann-Volkemont en Lorraine, qui est le premier producteur de panneaux solaires thermiques. Mais c'est également favoriser des projets qui réunissent les citoyens, les collectivités territoriales. Je pense à des projets d'éoliennes citoyennes dans les Ardennes qui ont un certain succès. Et puis enfin, ne pas oublier, et ça a été un de mes grands engagements pendant les européennes et mon mandat européen, l'industrie, et notamment ce qui a fait le fleuron de la Lorraine, ceux qui ont fait hier l'acier de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je souhaite qu'ils soient ceux qui fassent l'acier des énergies renouvelables de demain et notamment des éoliennes à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Union européenne. Et pour donc Florange, le site d'ArcelorMittal. Merci beaucoup Sandrine Bélier. Vous lancerez donc votre campagne le 16 septembre prochain, la semaine prochaine, dans le vignoble champenois. Chez vous, Vincent, en compagnie d'Emmanuel Cos, votre patronne Europe Écologie Les Verts, tête de liste en Ile-de-France, et puis avec Sandrine Rousseau, qui est elle, tête de liste pour le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Bonne campagne à vous. Vous êtes, vous le savez, ce samedi sur France 3, Alsace, Champagne, Ardennes et Lorraine pour une voix libre spéciale élection régionale. Vous pouvez continuer à réagir en direct pendant cette émission sur nos réseaux sociaux. Sandrine Bélier, vous allez dans quelques instants laisser votre place à Philippe Richert, président sortant de la région Alsace, 62 ans, ancien professeur de sciences naturelles, ancien conseiller général, ancien sénateur, autrefois centriste et désormais républicain. David Meneux. Faire campagne en Champagne-Ardenne était pour lui le pire des scénarios. Le président du conseil régional d'Alsace enchaîne pourtant les rencontres avec entrain depuis déjà quelques mois. Insubmersible, Philippe Richert, investi à l'unanimité par le parti Les Républicains, malgré des revers parmi les plus cinglants de sa vie politique. Son mandat de ministre chargé des collectivités territoriales entre 2010 et 2012 n'a pas laissé de souvenirs impérissables. Cela lui permet en tout cas de donner de solides appuis à un projet qu'il porte depuis longtemps. Qui est pour le rapport présenté? Le 24 novembre 2012, il fait donc voter le projet de conseil d'Alsace par les 3 assemblées. Le conseil régional et les 2 conseils généraux doivent fusionner, reste à faire valider par référendum. Les sondages sont bons, Philippe Richert s'investit à fond dans la campagne pour le oui. Il ne me reste plus que 2 jours pour convaincre les autres. Ben vous y allez, merci à vous. Au moins une dizaine. La France regarde avec intérêt cette nouvelle expérience institutionnelle. C'est une grosse surprise ce soir. Le Haut-Rhin a dit non à ce projet de fusion. Le non l'emporte dans le Haut-Rhin, mais surtout la participation est globalement trop faible. C'est un échec cuisant pour le président de la région Alsace. Il ne l'a toujours pas digéré. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, le chef de l'État annonce un regroupement des régions. D'emblée, Philippe Richert accueille bien mal l'idée d'une fusion avec la Lorraine. La Lorraine, c'est pas juste la Moselle. La Lorraine, c'est aussi, par exemple, la Meuse. La Meuse et l'Alsace, c'est quand même très différent.
je vais même dire, ça a peu à voir. Mais les semaines passent, la loi avance et l'idée fait son chemin. Vous mettez ensemble le PIB d'Alsace et de Lorraine. Enfin, c'est juste pour dire on est largement au-dessus de 100 milliards. Une conférence de presse avec le président socialiste de la région Lorraine, voilà qui rend un certain nombre de parlementaires alsaciens de droite fous de rage. Car eux ne veulent pas de fusion avec la Lorraine. Nous sommes en Alsace, plusieurs députés à refuser que notre région soit diluée dans un ensemble plus vaste. Certains considèrent même Philippe Richert comme un traître. Le président de la région Alsace est alors à contre-courant. Et pour ne rien arranger, le gouvernement entérine le choix d'une fusion Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Philippe Richert est contraint de changer de position et revient peu à peu à un projet d'Alsace unie. L'Alsace, c'est une région qui est connue dans le monde entier. Demain, personne ne pourra nous dire où se trouve l'Alca. La loi est finalement passée malgré les protestations. Nouvelle contorsion, Philippe Richert choisit de faire campagne pour l'ACAL. Trahison encore aux yeux de ceux qui refusent toujours la fusion. En attendant, Philippe Richert espère bientôt diriger un nouvel espace de 5,5 millions d'habitants. Stratégie politique oblige, il prédit un effondrement de la gauche. Pour brandir le vote utile, ce sera moi, dit-il, ou Philippot. Philippe Richert, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes donc tête de liste pour les Républicains et l'UDI dans ces élections régionales du mois de décembre. Alors on vient de le voir, vous avez changé plusieurs fois de stratégie face à la création d'une grande région. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu paradoxal de briguer la présidence de cette grande région que vous avez quand même combattue pendant longtemps ? Je suis quand même surpris de la façon dont les choses ont été présentées dans ce rapport. Redisons les choses. Je me suis battu pour faire le Conseil d'Alsace. Chacun sait que je me suis battu avec toute l'énergie qu'on pouvait faire. On n'a pas réussi. Contrairement à ce que dit le journaliste, aujourd'hui, je suis tout à fait apaisé. Parce que ce n'est pas moi le problème, c'était l'Alsace. Peut-être qu'il ne l'a pas compris. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il a été annoncé grande région, il était annoncé qu'on ferait Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, j'ai dit c'est pas raisonnable. Partons sur Alsace-Lorraine, c'est plus raisonnable. Eh bien, malgré tout, ça a été fait Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne et nous avons expliqué que dans ce contexte, nous allons nous battre pour rester dans le projet qu'on avait porté à Alsace, Conseil d'Alsace, les deux départements réunis. Et lorsque ce n'a pas été fait, lorsque la loi a été votée, lorsque derrière le Conseil constitutionnel a validé, donc que la loi s'applique, parce qu'on ne peut pas faire autrement, j'ai commencé à me battre. Donc je veux simplement redire la chronologie qui malheureusement a été un peu... Vous êtes pragmatique, Philippe Richert. Et donc je suis pragmatique et je suis républicain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi est votée, où le Conseil constitutionnel l'applique, personne ne peut continuer à faire semblant que la loi ne s'appliquera pas. D'ailleurs, tous ceux qui avaient dit on fera aujourd'hui, ils sont tous en campagne parce qu'il y aura une élection en décembre. Donc arrêtons de raconter des histoires aux gens. Beaucoup d'Alsaciens comme vous n'y ont pas cru, n'y croient toujours pas. Beaucoup de Champardonnais également vivent cette région comme un déclassement. Comment on fait pour que les habitants de cette future région l'aiment ? Je ne suis pas pour un déclassement, je trouve que c'est très mal dit. Ils le vivent comme ça. Non, d'accord, mais je veux juste répéter. Pourquoi est-ce qu'on était contre ? Parce que je suis quelqu'un qui est engagé depuis 30 ans dans la vie publique. Et on sait qu'il est nécessaire de réformer les collectivités pour avoir une décentralisation efficace. Mais on ne peut pas décentraliser en disant voilà, on va en quelques mois faire une grande région. Non. Le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour diriger une grande région, il faut avoir un projet. Rien n'a été fait. Cette loi a été votée en dépit du bon sens. Comment faire pour fédérer les habitants ? La loi est votée. C'est la raison pour laquelle on est dit. Sauf que le rapport qui a été fait par un journaliste ici de France 3 ne correspond pas à ce qui a été dit. Et donc je le remets en cause. Comment fédérer les habitants de la grande région ? Comment est-ce qu'on peut porter d'un côté une identité qui est celle des trois régions, qui est réelle, l'identité en Alsace, bien sûr c'est une identité. Champagne, ne croyez pas que le terme Champagne va disparaître, c'est une marque monde qui continue à exister, et la Lorraine ici. Donc il faut d'un côté réussir à concilier ce qui est les identités, qui doivent rester, qui sont un plus, qui ne sont pas une négation du pouvoir, et en même temps créer une vraie dynamique sur le grand territoire. C'est toute la logique que nous devons mettre en œuvre, et c'est ce que nous devons porter dans la chronologie de ce que j'ai expliqué, et malheureusement par certains, est un peu malmené, en particulier de ce que j'ai entendu, et je le regrette, je le dis franchement. Vous pouvez le regretter. En attendant, c'est un reportage qui rappelait les faits, la manière dont ça s'est passé. J'aimerais qu'on revienne sur le zapping qu'on a diffusé en début d'émission. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas très bien passé pour d'autres habitants que les Alsaciens. Ce sont ces travaux d'aménagement de l'hémicycle strasbourgeois. 250 000 € de travaux pour agrandir, pour pouvoir accueillir les 169 futurs élus. De l'autre côté des Vosges, on a pu vivre ça quand même comme un coup de force. Alors, deux choses.
On n'a pas agrandi l'hémicycle. L'hémicycle est resté le même. Oui, c'est un aménagement. Oui, vous avez créé un nouveau bureau. Donc il n'y a pas d'agrandissement, donc l'hémicycle est resté le même. Première chose, permettez-moi juste de 200 000 dire. euros de travaux quand même, c'est bien ça. Vous expliquez qu'il y a un agrandissement. Il n'y a pas d'agrandissement. Il y a un réaménagement à l'intérieur. Parce que la loi qui dit que la première réunion se passe à Strasbourg. C'est la loi qui le dit. Et donc, tout simplement, pour les accueillir, il faut mettre des bureaux qui permettent d'accueillir les gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est aménager des bureaux à l'intérieur de l'hémicycle. Donc, on a mis les bureaux, une rangée de plus de bureaux pour que les gens puissent y aller avec tout simplement la capacité de réunir les gens les premières fois. Et on verra ensuite, dans un deuxième temps, où se tiendront les séances plénières du Conseil régional. Ça, ce sera la nouvelle Assemblée qui se réunira à Strasbourg, qui le définira, parce qu'il nous faut un équilibre entre les trois endroits. Ce n'était pas une manière d'imposer les choses, donc on a bien eu votre réponse. On va voir le poids politique de la droite et du centre dans les 3 conseils régionaux actuels. Majorité à droite, bien sûr, en Alsace, c'est la seule région en France actuellement, et puis un quart des sièges à peu près en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Tout cela pourrait changer, bien sûr, vu que le contexte national vous est favorable. Vous partez favori. Qui est votre concurrent? Dans le reportage, vous disiez, on vous faisait dire, ce sera moi ou Philippot. Est-ce que c'est Philippot, votre principal adversaire? Aujourd'hui, la première difficulté, et je le redis avec beaucoup de sincérité, c'est l'abstention. D'abord, les gens qui savent qu'il va y avoir des élections, là, en décembre 2015, pour définir l'organisation de ce grand territoire Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Donc la première... Les gens ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. C'est pas un refus, c'est qu'ils Aujourd'hui, les gens ne sont pas au courant qu'il va y avoir une élection en décembre. Et la deuxième chose, c'est mobiliser les gens pour s'investir par rapport à des priorités qu'on va devoir définir. Aujourd'hui, gérer cette grande région, permettez-moi de le dire, c'est pas juste se mettre ensemble et puis on y va. Personne aujourd'hui dans ce grand territoire n'a la connaissance réelle de ce que sont les priorités, de ce que sont les réalités. Philippe Richard, pour savoir quelles sont votre priorités, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il y a différents thèmes qu'on vous a proposés. On va notamment commencer par parler donc d'éducation et d'apprentissage, une des principales compétences des régions actuellement avec la gestion des lycées notamment. Il y a actuellement des politiques très différentes dans nos 3 régions. Philippe Richard, avec, on va prendre un exemple, l'aide aux lycéens. À chaque rentrée, un élève en Champagne-Ardenne comme en Lorraine touche à peu près 100 €. C'était pas la même chose en Alsace. Écoutez justement la question de Martin. Il est strasbourgeois, vous allez pouvoir lui répondre. Bonjour Monsieur Richert, je viens de rentrer en seconde au lycée des Pontonniers. J'ai dépensé 200 € cette année pour mes livres scolaires sans que la région m'aide. J'ai appris que en Champagne-Ardenne et en Lorraine, tout le monde, sans distinction, était aidé financièrement pour les acheter. Que ferez-vous si vous êtes élu président de la grande région? Votre réponse à Martin, Philippe Richert. Alors donc ce qui se passe, c'est que le Conseil régional d'Alsace a toujours décidé d'apporter, notamment pour l'achat des livres, une aide en fonction des ressources des différentes familles. Donc lorsque vous avez une famille... Tous, donc. Non, ce n'est pas la même règle. Donc lorsque une famille a les moyens, et donc lorsqu'elle paye des impôts à un niveau qui dépasse les 1 000 €, à ce moment-là, il n'y a pas d'aide. Lorsque la famille n'est pas en mesure d'assurer, nous apportons une aide qui est plus importante que la moyenne des aides ailleurs, donc ce n'est pas le même niveau pour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous ferez dans la future grande région? Est-ce que ce sera l'exemple alsacien ou est-ce que vous allez continuer à garder l'aide pour tous comme on connaît en Champagne-Ardenne et en Lorraine? Je pense que différencier l'aide en fonction des revenus de la famille, et donc de dire que des familles qui, par exemple, ont 50 000 € de revenus sur l'année, eh bien, ces familles-là ne seront pas aidées, mais les familles qui sont avec des revenus bas, eh bien, nous les aidons. Et je pense que cette différence d'intervention, c'est vrai que c'est surprenant que nous fassions davantage. Attention, c'est le modèle alsacien, mais demain, ce sera en discussion, bien sûr, avec l'ensemble de la nouvelle région. Alors, autre compétence de la région, c'est l'apprentissage. Et on a une particularité en Alsace, cette région que vous dirigez actuellement, qui est le développement de l'apprentissage transfrontalier, avec une possibilité de l'accès au marché de l'emploi en Allemagne. C'est aussi un exemple à suivre dans la nouvelle grande région? Je pense d'abord que l'apprentissage doit trouver une place plus importante. Si vous regardez le nombre d'apprentis en Alsace par rapport à d'autres régions, notamment nos voisins de Lorraine et Champagne-Ardenne, il y a en Alsace proportionnellement 20% d'apprentis de plus. Je pense que c'est une bonne chose. Nous allons donc continuer à développer cette politique de l'apprentissage parce que ça permet beaucoup plus facilement l'accès à un métier dans une entreprise. La deuxième chose, nous avons développé effectivement l'apprentissage transfrontalier. Quand vous regardez la Lorraine, elle fait aujourd'hui la même chose. Elle s'est engagée sur cette voie. Demain, nous regarderons comment Champagne-Ardenne, en particulier dans les territoires qui peuvent être concernés par des liens directs avec les voisins, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous savons que le Bade-Wurtemberg, mais aussi Rhénanie-Palatinat et même la Sarre ont des besoins
de jeunes qui se forment et ont des besoins de salariés qui viennent dans les entreprises. Travailler au-dessus de la frontière aujourd'hui est évidemment une nécessité. Philippe Richert, quelle formation développer pour préparer l'avenir ? Aujourd'hui, nous avons évidemment un ensemble de formations que nous poursuivons. Nous avons un travail en partenariat très étroit avec tout ce qui est chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers. Parce que ce qui est important, c'est évidemment de coller d'abord aux vœux de nos jeunes, aux vœux de ceux qui sont demandeurs d'emploi, mais surtout de le faire en parallèle, évidemment, avec les besoins de l'économie. Il ne sert à rien de former des gens. Alors, il faut aller dans quelle direction ? Alors, nous sommes, par exemple, aujourd'hui dans une direction, et nous l'avons encore arrêté hier, qui est forte, par exemple, tout le domaine des soins aux personnes, tout le domaine de l'accompagnement sanitaire et social. Et là, nous avons des demandes qui sont très fortes. Nous avons aussi beaucoup de demandes fortes dans l'accompagnement des métiers au niveau de l'artisanat, pour tout ce qui est transition énergétique, où la région Alsace est très impliquée. Demain, nous aurons besoin... Avec Sandrine Bélier, vous allez lui faire plaisir. Demain, nous allons le faire de la même façon, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Ce sont de vraies opportunités. Bien noté, Philippe Richert. Autre thème, après l'éducation, l'équilibre des territoires. Un équilibre qui passe aussi par les transports. Dans la grande région, certains ont le TGV, d'autres en sont très loin. C'est le cas des Troyens et des Chaumontais, dans l'Aube et en Haute-Marne, dans le sud de la Champagne-Ardenne, qui, eux, circulent jusqu'à Paris avec des locomotives diesel. On écoute une Troyenne. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire, je suis utilisatrice fréquente du Paris 3. Un gros problème parce que c'est toujours ou des retards et des ennuis. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse précise à propos de la date d'électrification ? Ça fait 5 années qu'on attend. Je pense que ce serait peut-être le moment de répondre précisément. S'il vous plaît. Merci. Oui, 5 ans et même plus, 20 ans. Il manque 170 millions d'euros, Philippe Richert, pour électrifier cette ligne. Faut-il électrifier ? Donc la première chose, je veux juste dire que dans ce qu'elle explique, c'est les retards, c'est le mauvais fonctionnement. Elle ne parle pas d'abord dans les difficultés de l'électrification, mais je vais y revenir dans 10. Non, c'est pas ça. Quand vous regardez en Alsace, nous avons aujourd'hui dans l'organisation des TER une régularité à 97%. La plupart de ces trains fonctionnent au fioul. Ce n'est donc pas le problème de la régularité qu'elle évoque, c'est derrière un autre sujet qui est on remplace avec du train électrique. Aujourd'hui, ce projet est dans le contrat de plan État-région. Il faut donc que ce contrat de plan État-région soit mené jusqu'à terme. Je rappelle que dans un certain nombre de domaines, malheureusement, malgré les contrats signés, sont parfois réalisés qu'à hauteur de 10%. Il faut donc aller au bout et que, effectivement, Paris 3, que cette électrification soit mise en place. À vous entendre, c'est pas nécessaire, parce que justement, c'est pas le problème, l'électrification. Non, c'est pas ce que je dis. J'explique simplement que la dame posait des questions sur la régularité, que la régularité, c'est pas d'abord l'électrification. Il y a des trains en panne tous les jours. Permettez. Alors, si c'est en panne, c'est une deuxième chose, c'est la vétusté du matériel roulant. Effectivement, aujourd'hui, il y a un gros problème de renouvellement. Les Coradia au niveau d'Alstom sont prêts. Il suffit d'en faire la commande. L'État, malheureusement, ne fait pas cette commande. Donc la deuxième chose, néanmoins, je reviens. Il y a ce problème de vétusté et un problème d'organisation. Il faut y répondre. La deuxième chose, c'est le matériel roulant. Au-delà du renouvellement et de sa vétusté, c'est la question de l'électrification. Je suis donc favorable à cette électrification entre Paris et Troyes, qui est inscrit au contrat de plan actuel, et donc il faut réellement le faire. La difficulté, c'est après Troyes. C'est après Troyes, parce que si vous avez un train si c'est un train qui va de Paris jusqu'à Belfort, et que si au milieu on n'a plus d'électricité pour aller jusqu'à Belfort, ça ne sert à rien d'avoir du matériel roulant électrique si l'électrification est faite seulement jusqu'au niveau de Paris. Je vois que vous maîtrisez très bien le dossier des trains, qui soient effectivement à diesel ou électriques. L'équilibre des territoires, Philippe Richert, on a envie avec vous de parler de culture, parce que ça passe aussi par là, et notamment peut-être pour que ces nouveaux habitants se sentent tous bien unis dans cette grande région. Quelques exemples: le Chien à plumes à Langres, le festival du film fantastique à Gérardmer, ou plus proche, même carrément chez vous, le festival au gré du jazz à la Petite Pierre. Tout ça, ce sont des festivals qui vivent grâce à l'argent des conseils régionaux actuels. Est-ce que vous allez continuer à tout subventionner si vous remportez ces élections? D'abord dire que le Conseil régional d'Alsace, par exemple, ce n'est pas qu'il les modèle, mais je veux juste le dire, pendant les 3 dernières années, n'a pas baissé son budget de culture. Parce que c'est important que dans ces moments difficiles, ce ne soit pas la première politique qui soit mise en difficulté. Je veux dire que j'ai été ces derniers temps à la fois à Charleville-Mézières pour évidemment la politique, j'étais encore hier soir à Nancy, il y a une véritable richesse. Est-ce que vous maintenez la politique culturelle Nous devons continuer à la soutenir sans baisse,
sans baisse, et nous devons aussi être présents, notamment au niveau du patrimoine. La question de l'équilibre du territoire est essentielle, y compris dans la répartition demain des différents pôles au niveau de l'organisation territoriale. Il n'y a pas des festivals qui risquent de disparaître parce que vous n'allez pas pouvoir tout payer. Non mais nous sommes aujourd'hui, c'est payé par les 3 régions. Il n'y a pas de raison que lorsqu'on met ensemble, on ne puisse plus le faire de la même façon. C'est l'efficacité qui doit nous permettre demain de faire des synergies, sans doute les faire travailler davantage ensemble. Quand vous regardez la richesse du patrimoine, il est évident qu'un certain nombre de festivals, un certain nombre de rencontres peuvent bénéficier de synergies qui aujourd'hui n'existent pas. Ça, mais bien sûr, on continue. À construire, on l'a bien compris. Autre élément dans l'organisation de ce territoire, c'est aussi la manière dont les services de la région seront répartis. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent éventuellement une hyperconcentration en Alsace? Alors, je veux dire que demain, cette grande région ne peut pas être une centralisation régionale. Dans les grands domaines qui sont les siens, la région, elle fait quoi? Elle accompagne les chefs d'entreprise, elle accompagne le ferroviaire, elle accompagne les lycées, la formation. Vous n'allez pas demain demander à un proviseur de Charleville-Mézières de venir à Strasbourg, ni d'ailleurs à Metz, pour le dire simplement. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à territorialiser les services. On l'a fait en Alsace un peu plus qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le siège à Strasbourg, mais une agence à Mulhouse, une agence à Célestat, une agence à Strasbourg, pour couvrir l'ensemble du territoire, pour que les personnes puissent avoir la proximité. Et donc demain, dans l'organisation des services, on pourra avoir à la fois un pôle à Strasbourg, à la fois une maison du conseil régional à Metz et en même temps à Châlons. Donc nous pourrons avoir ces 3 parce que nous devons rester présents. Donc il ne s'agit pas d'organiser un grand déménagement, mais nous devons regarder comment, en restant sur place, avec les proportions à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, tout en étant efficace, et ça nous pouvons le faire parce que cette organisation, je l'ai déjà expérimentée et c'est tout à fait possible en étant proche, territorialisé et en étant efficace. Vous ne voulez oublier personne sur ce grand territoire. Philippe Richert, on va passer à la séquence que vous attendez sûrement avec impatience depuis le début de cette émission, cette minute de vérité que nous avons imaginée pour les différents invités ici. Donc une série de questions en rafale, la règle est claire, vous répondez par un mot, un seul, et c'est Mathieu qui commence. À moi l'honneur. Est-ce que le MoDem sera en décembre sur vos listes, oui ou non, Philippe Richert? Oui. Faire campagne avec Nadine Morado, Philippe Richert, cadeau ou bobo? Vrai plaisir. J'étais hier soir à Nancy, un vrai plaisir. Si le Front National est en tête au premier tour, est-ce qu'on peut envisager un front républicain avec le Parti socialiste? Nous serons au premier tour en tête et je m'engage à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Là, vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'on peut envisager un front républicain? Je n'envisage pas de faire une fusion au deuxième tour. Alors la question que vous allez répondre, celle-ci, est-ce que vous envisagez de pouvoir perdre en décembre, oui ou non, Philippe Richert? La perte, lorsqu'on s'engage dans une politique, est toujours possible. Il faut donc envisager la perte. Oui. Vous l'avez déjà évoqué, mais recommençons. L'échec du référendum sur le Conseil unique en Alsace, digéré ou pas encore? Digéré, c'est les Alsaciens qui ont décidé. Le politique se plie à ce que décident les Alsaciens. Si la majorité de la future Assemblée le décide, est-ce que vous êtes prêt à siéger à Metz? Si la majorité le décide, je suis prêt à siéger à Metz. C'est d'ailleurs même, à titre personnel, une option que j'envisage tout à fait. Donc là également, c'est un oui. Juste un petit mot sur le MoDem. Quand est-ce que vous allez faire vraiment l'union avec le MoDem? Nous allons présenter notre engagement politique le 18 septembre à Reims. Encore et je pense que ce sera l'occasion de démontrer l'union à la fois de la droite du centre et des indépendants. Très bien, on va passer au troisième thème qu'on a concocté pour vous, c'est celui de l'économie et des entreprises. On va commencer par un chiffre. En 15 ans, dans cette grande région à Cal, on va l'appeler comme ça pour l'instant, 30% d'emplois industriels ont disparu. Ça, c'est un constat. Alors comment cette nouvelle grande région va pouvoir réussir là où individuellement, finalement, elles n'ont pas forcément réussi à maintenir l'emploi? Alors malheureusement, cette évolution est une évolution que nous retrouvons aussi en grande partie au plan national. Parce que c'est vrai que dans le domaine de l'industrie, les données ont beaucoup changé, et notamment l'ouverture mondialisée a été pour notre territoire un défi important. Aujourd'hui, nous y préparons, en particulier au travers de l'innovation et en matière d'investissement, l'accompagnement des entreprises pour cette innovation. Nous devons prioriser tout ce que nous pouvons prioriser en matière d'engagement aux côtés des entreprises, en termes de clusters, en termes de pôles de compétitivité, pour booster la recherche-innovation, pour booster les nouveaux secteurs dans lesquels nous pourrons être présents. Ça passe par quoi ? Nous le faisons à 3 niveaux. La première chose, c'est d'accompagner la recherche-innovation. Nous sommes
C'est-à-dire que la région finance la recherche. Nous sommes positionnés à côté des entreprises et à côté de la recherche de façon très forte, sans doute encore plus forte ici. Vous connaissez les résultats qui ont pu être obtenus, les prix Nobel que nous avons, les initiatives qui sont prises, et en particulier les pôles de compétitivité. Si vous regardez aujourd'hui au niveau de Bazancourt, c'est exceptionnel qui s'y est passé. Quand vous regardez chez nous, nous avons des pôles de compétitivité. C'est de la production d'agrocarburants, de la recherche d'agrocarburants. Voilà, en particulier entre Champagne-Ardenne et la Picardie, très bien positionnés sur tout ce qui est la suite de la filière matière végétale, et de l'autre côté en Alsace 2-3 grands pôles avec aussi souvent en partenariat avec la Lorraine, en particulier sur Fibre Énergie Vie et en particulier sur la santé. Ce sont vraiment des pôles de niveau mondial. Donc nous sommes là. Par contre, il nous faut créer des outils pour intervenir de façon plus efficace. Quand vous dites au plan national, la compétence c'est les régions, mais vous rigolez, l'essentiel c'est l'État qui garde la compétence. Et lorsque vous êtes sur des grands chantiers, c'est difficile d'être en moyens suffisants. Donc nous avons créé des moyens d'intervenir dans les entreprises, au niveau des moyens financiers dans les entreprises pour être présents, mais pour récupérer cet engagement lorsque l'entreprise se développe, lorsqu'elle dégage des moyens. Pardon ? Récupérer sous forme financière ? Les collectivités, donc non pas sous forme de fiscalité, ça c'est l'État qui le récupère, mais pas les collectivités. Nous le récupérons parce que nous faisons soit des avances remboursables, soit des prêts sans intérêt, soit parce que nous intervenons dans les fonds propres des entreprises, où nous avons créé un fonds de 100 millions d'euros, où nous sommes présents et de façon très dynamique. Il faudra harmoniser au niveau de la grande région, être présent avec des moyens très conséquents. J'ai encore aujourd'hui connaissance d'un projet qui fait 600 millions d'euros d'investissement au niveau d'une grande entreprise, une autre qui vient plutôt de Champagne-Ardenne ou de Lorraine, où il est question de centaines de millions d'euros d'investissement. Donc il faut être plus fort là-dessus. On vous a compris. Faut-il un projet structurant, je parle d'une infrastructure particulière sur la grande région? Y a-t-il un projet à porter? Il y a des fonds européens qui sont là pour ça notamment, et il y en a beaucoup. Alors aujourd'hui, évidemment, les fonds européens sont là. Quand vous regardez bien, nous avons aujourd'hui 3 projets avec les fonds européens. Je parle d'un projet structurant, une infrastructure. Peut-être qu'il n'y a pas de besoin. Je voulais savoir s'il y avait une infrastructure, un besoin en particulier, quelque chose à construire. Nous avons besoin d'un ensemble d'infrastructures qui doivent être complétées. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la Nationale 4, la fracture qu'il y a à un moment donné aux 20 km qui ne sont pas mis en niveau. Vous avez aujourd'hui sur Strasbourg, j'ai bien entendu que le GCO continue d'expliquer que ce n'est pas une nécessité. Le grand contournement ouest de Strasbourg est une absolue nécessité. Donc nous avons besoin de cela. Et pour y faire face, pour anticiper le cas échéant, je ne sais pas si on y viendra, la question de la taxe poids lourd est une question qui est une question centrale. Vous êtes pour ? Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de compétences en la matière. Et il ne s'agit pas de dire à l'État, vous allez pouvoir faire de la taxe poids lourd en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, alors que nulle part ailleurs c'est fait, et c'est l'État qui récupère le bénéfice pour ensuite décider où on met. Si on engage cela, c'est qu'il faut regarder quels sont aujourd'hui nos besoins. Tout à l'heure, on parlait de Paris 3 et ensuite de regarder de 3 jusqu'à Belfort. On ne peut pas le faire simplement avec ce qu'aujourd'hui l'État est capable de faire. Il faut que nous ayons nous-mêmes une capacité de remettre. C'est la taxe poids lourd qui va permettre de payer tout ça, tous vos projets, c'est ça? Vous demandez pour avoir l'argent pour vous, pour le gérer vous, c'est ça? Il y a le besoin d'avoir de la part de l'État la compétence des grands réseaux routiers nationaux, les moyens que l'État met aujourd'hui et la capacité pour le territoire à décider. Car aujourd'hui, la taxe poids lourd telle qu'elle est décidée au plan national, si on la mettait en place, c'est un frein considérable pour nos entreprises, pour notre économie. On ne peut pas la mettre en place. Il faut la redéfinir en tenant compte de ce que nous voulons éviter, à savoir le trafic de transit, et pas encore handicaper nos entreprises qui sont sur le territoire. Et pour prendre un exemple aussi de notre grande région, on est une région de forêt, Philippe Richard, que ce soit dans les Ardennes, en Haute-Marne également, bien sûr, tout le massif vosgien. Le bois, on le coupe dans notre région, dans nos 3 régions, mais actuellement, on va souvent le transformer au Danemark, en Autriche et même jusqu'en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vincent, vous posait la question, voilà, est-ce que ça, c'est pas un projet structurant pour notre région de développer une filière bois, par exemple? Il y a le dossier de la filière bois fait partie des priorités parce que c'est vrai que l'ensemble du territoire est couvert de beaucoup de forêts en plus de qualité. On a beaucoup travaillé là-dessus. Si je prends l'exemple local avec Fibois, on a beaucoup réussi à faire en sorte que la première transformation soit faite sur place avec de très grosses scieries qui aujourd'hui sont en place et qui peuvent transformer. C'est une première chose. Valoriser davantage le bois, évidemment de regarder aussi ce qui peut être fait au niveau du bois à énergie, qui bien sûr est aussi une réserve pour les bois de moindre qualité. Donc aller plus loin avec les bois de qualité et regarder comment avec les bois de moindre qualité, on peut les transformer en énergie. Et ça, une région peut faire quoi concrètement pour ça, Philippe Richard? Parce que ça, c'est des belles idées. Mais concrètement, vous êtes au pouvoir, vous gagnez les élections. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la grande région? Mais permettez-moi de dire, c'est juste ce que nous avons fait et ce que nous faisons aujourd'hui déjà pour l'Alsace. Demain, évidemment,
cette affaire avec l'ensemble du territoire. Mais pas le faire seul, pas c'est nous décidons et puis on va faire, c'est de dire qu'on se réunit et on regarde ensemble. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est FIBOIS, c'est quoi? C'est une fédération de l'ensemble de la filière, c'est de travailler avec elle, définir avec elle les priorités et faire en sorte que notamment les crédits européens puissent aller là-dedans, en même temps bien sûr que les crédits régionaux. Philippe Richert, même exercice que Sandrine Bélier, notre rubrique Mes engagements. Vous avez 2 minutes pour nous présenter vos principales mesures si vous êtes élu en décembre prochain. Si demain je suis élu, si en décembre je suis élu, d'abord 2 démarches. La première démarche, c'est en direction du personnel, pour bien expliquer qu'il ne s'agit pas de tout regrouper en un endroit, pour expliquer qu'on peut territorialiser et qu'il faut territorialiser, que c'est une bonne solution. Deuxième démarche, c'est d'aller rencontrer l'ensemble des partenaires, les conseils départementaux, les agglos, les intercommunalités, mais aussi les chambres, parce que c'est en partenariat qu'on peut faire. Et à partir de là, 4 ou 5 priorités. La première, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est le développement économique, c'est l'emploi. D'abord au travers de l'innovation, avec des outils communs sur l'ensemble du territoire, pour permettre en plus d'agir au niveau de très haut débit, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas le très haut débit, c'est difficile. Or, les différents territoires, les différents départements n'ont pas la même politique, donc essayez d'harmoniser et de faire en sorte que nous ne soyons pas absents de la French Tech. Deuxième chose, de créer un outil commun pour être plus efficace dans la création de l'usine du futur. Troisième chose, être davantage présent sur l'accompagnement de tout ce qui est transfrontalier. Nous savons que nous avons 4 pays qui sont frontaliers. Être présent sur le transfrontalier, être présent, vous le disiez aussi, sur la culture qui est un vrai support. Et en terminant, j'avais beaucoup parlé de la formation, de l'innovation. Nous savons très bien qu'au travers de la formation, notamment de l'apprentissage, mais aussi l'enseignement supérieur, nous pouvons préparer l'avenir de cette grande région. Ça a été difficile au début, ça a été mis en place de façon très chaotique. Aujourd'hui, il faut se regrouper pour être fort. C'est comme ça que nous pourrons réussir pour Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Tout résumé en moins de 2 minutes, et comme vous nous avez laissé finalement un peu de secondes, Philippe Richert, moi j'avais envie de vous poser une dernière question concernant les langues régionales. C'est à l'alsacien que vous êtes, dont je parle. Il y a le plat de chez moi en Lorraine et précisément en Moselle. Cette charte européenne des langues régionales, François Hollande se dit prêt à la faire ratifier, à modifier la Constitution. Est-ce que vous approuvez cette décision de François Hollande? Est-ce que vous allez voter pour? Pendant 1 an, je n'aurai pas l'occasion de voter pour. Oui, parce que vous n'êtes pas parlementaire, bien évidemment. Ce que nous avons fait, c'est qu'au niveau de la région Alsace, nous avons engagé une démarche qui a duré 1 an, qui est la démarche, ce qu'on appelle le bilinguisme. Et donc, nous avons adapté cette charte européenne pour la faire en sorte que nous puissions l'adapter au niveau du Conseil régional, le Conseil régional d'Alsace, le Conseil départemental du Haut-Rhin, le Conseil départemental du Bas-Rhin, ensemble ont adopté cette charte parce que nous pensons que c'est une chance de pouvoir être plurilingue, le français évidemment, l'anglais, mais évidemment aussi Jean-Pierre Masseret est contre le candidat socialiste. Une justice si la justice est rendue en alsacien ou en plate, c'est un vrai plus pour la société? On n'a pas à rendre justice en... C'est ce que peut prévoir la charte. On n'a pas à rendre justice en allemand. Ce que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons adapté cette charte pour faire en sorte que l'Alsace puisse s'y engager. Et je pense que c'est une chance de pouvoir compter sur le plurilinguisme dans ce monde qui est en train de se construire, donner à nos jeunes l'occasion de s'exprimer évidemment en français, évidemment en aigle, mais aussi en allemand. Et donc l'opposition de Jean-Pierre Masseret à cette ratification, est-ce que c'est un manque d'ouverture d'esprit de sa part? Ça, c'est l'occasion pour lui de regarder comment il se place là-dessus. Je sais que, notamment sur la langue allemande et sur l'enseignement de l'allemand, je sais qu'il y est favorable, mais c'est à lui de l'expliquer. Très bien, merci Philippe Richert. L'émission touche déjà à sa fin. Je rappelle que vous lancerez votre campagne donc officiellement le 18 septembre, la semaine prochaine, à Reims, avec les 10 têtes départementales pour ces élections du mois de décembre. Et puis nous, on se dit à bientôt, Vincent Mathieu. La prochaine émission politique Grande Région, Vincent Géraldine, ce sera très bientôt, le 3 octobre, avec notamment donc à votre place Jean-Pierre Masseret, le président sortant du Conseil régional de Lorraine et tête de liste pour le Parti socialiste. Et Florian Philippot sera avec nous le 24 octobre prochain, représentant bien sûr les têtes de liste pour le Front National. Dans un instant, place à l'information, ce sera le 12-13. On suivra bien sûr dans les semaines qui viennent la campagne des élections régionales pour la future Grande Région. Très très bon week-end à vous et à la prochaine.